work hard to be here. So. Right. And you can do it. You know what to do, so pace yourself. Everything is fine, just good technique. Show them who's the best. Quand j'ai commencé à regarder la gymnastique, je savais pas où ça allait me mener. Quand Simon a remporté les JO 2016 à Rio, je devais avoir 8 ans. Comme c'était la première fois qu'elle gagnait les JO, et la première fois que je regardais ce sport, ça m'a motivé. Mais je m'étais planté. Je m'étais inscrit au gym club de ma ville pour reproduire les figures paradoxalement inimaginables à reproduire à mes yeux, en pensant que ça allait être maximum 1 ou 2 ans d'apprentissage. Mais ça, c'était avant que je découvre la véritable face cachée de la gymnastique. Après avoir regardé cette finale, j'étais en mode waouh, comment c'est possible de faire ça? Et j'ai regardé, lu, disséqué chaque nouvelle information que j'avais l'occasion de trouver et j'y ai passé tout un week-end. Je sais que ça peut paraître bizarre pour la plupart et même moi maintenant je me dis oula, je suis peut-être un peu trop impliqué, mais à l'époque j'étais à fond. C'était des moments de fou que j'ai passé devant mon écran à ce moment-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer. En fait non, je vais pas essayer, je vais réussir à vous transmettre ma passion. Parce que pour comprendre Simone Biles, il faut d'abord comprendre comment on en est arrivé là. Genre vers la Grèce antique, c'est un exercice qu'on pratiquait tout nu pour allier le corps et le sacré. C'est eux qui ont inventé les roues, l'équilibre et tout. Mais en fait à la fin, les Grecs utilisaient ça que pour préparer les soldats. Et c'est vrai, dans une époque où il n'y a pas ou très peu d'armes à distance, et où la façon la plus fréquente de se battre c'était au corps à corps, et bah fallait travailler son corps. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'après avoir mis en place la gym au sein de la formation militaire, le pays gagne tout. La bataille de Marathon à 490 avant Jésus-Christ, ou encore la bataille de Salamis 480 avant Jésus-Christ. Et ça là, les autres territoires, ils l'ont bien compris. Si bien compris qu'en 1811, en Allemagne, Friedrich John crée le premier gymnase en plein air. Le Turnplatz. Et il les invite tous, enfin tout le monde, c'est plutôt les jeunes Allemands. Mais bref, il les invite tous à s'entraîner gratuitement pour terrasser les ennemis, Napoléon, John. Et juste pour donner un ordre d'idée de à quel point ce mec est important pour la gym, c'est lui qui a créé les barres parallèles, la barre fixe et surtout le cheval d'arçon. Et tout ça là, il l'a encore créé avec un but 100% militaire. Ah oui, genre tu vois le cheval d'arçon, bah c'était juste pour apprendre aux soldats à monter à cheval et à sauter par-dessus en cas d'urgence. Sauf qu'avec le temps, les gymnastes ont commencé à faire des trucs de plus en plus complexes dessus. Des cercles, des ciseaux, des mouvements où tu touches même pas le cheval avec tes pieds. Et ce qui est formellement un exercice militaire pour former les soldats est devenu un agrès avec un panel de possibilités où les adhérents admiratifs de la condition physique des Allemands de l'époque, qui d'ailleurs a gagné un grand nombre de batailles après cela, sont devenus amoureux de ce sport. Alors maintenant le problème, c'est que ce sport réservé aux hommes commence à inspirer la gente féminine. En 1930, les femmes ne faisaient pas vraiment de la gymnastique artistique.
c'était considéré comme trop dangereux et trop masculin, ce qui est en vrai un peu marrant parce que maintenant on dit totalement le contraire. Et en Suède, il y avait des écoles de gym rythmique féminin pour que ce soit plus gracieux, pour que les femmes aient une meilleure posture, mais il y a un problème. Parce que tous les exercices officiels de la gym, c'est des anciens exercices militaires, donc ça demandait beaucoup de force. Et ils se sont posés les gymnastes et les centaines de profs suédiens et ils se sont demandé quelle est la meilleure façon de rendre la gymnastique un sport artistique. Alors ils se sont tournés vers le métier artistique le plus réputé de l'époque, le cirque. Et là, ils se sont dit, mais si on faisait marcher nos élèves sur une poutre en bois? Et du coup, par la suite des choses, en 1934, la poutre devient officiellement un agrès olympique pour les femmes. Et tout ça là, toutes ces petites anecdotes, bah il y en a pour toutes les figures, tous les agrès et même les règles du jeu. Genre, tu vois les roues? Bah à l'époque, c'était les médiévaux qui faisaient des roues en remontant les rues pour attirer les clients vers leur spectacle. Et pareil pour le poirier, où c'était un acrobate qui faisait tellement bien le poirier qu'il mangeait à l'envers, juste pour impressionner les gens pendant les fêtes. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris, mais chaque figure a sa façon d'être racontée. Mais là où ça devient dingue, c'est quand tu te rends compte qu'entre ce mec qui mangeait à l'envers en faisant le poirier et ça... Il s'est passé moins d'un siècle, et jusqu'ici, chaque pays faisait un peu ce qu'il voulait. Les Allemands c'était la force brute, les Suédois c'était la grâce et la posture, les Américains ils étaient pas très bons. Mais en vrai maintenant c'est plus un problème, parce qu'en 1950, la Fédération Internationale de la Gymnastique, la FIG, décide de tout uniformiser. Et c'est là que la course commence. Parce que maintenant, il y a un classement mondial, il y a des médailles, il y a une hiérarchie, et comme chaque discipline avec un classement, bah tout le monde veut être premier. Et pour finir premier, faut bien quelqu'un qui compte les points. Alors plutôt que de s'attarder sur un vieux système rangé au grenier depuis un demi-siècle, on remonte le temps. Enfin, on remonte le temps juste assez et on atterrit directement en 2006. Bon, 2006 c'est la nette sortie de Twitter et de la Wii, et surtout l'arrivée du double système de notes, où en gros ils divisent la note en deux, une partie pour la difficulté de l'exercice choisi, et la deuxième partie sur l'exécution de celui-ci. Et pour noter la difficulté, ils prennent les 8 mouvements les plus compliqués de ta routine, et ils te les notent sur 8 points. Par exemple, un bon gymnaste chez les hommes aura une note de 5 à 6, et chez les femmes de 6 à 7. Et pour la seconde partie, l'exécution, bah c'est les juges qui partent de 10 points et qui enlèvent selon les erreurs. Genre une petite faute, bah on va t'enlever 0.1, une moyenne faute c'est 0.3, une grosse faute c'est 0.5 et une chute totale, bah là c'est directement moins 1 point. Et faut le dire, hein, mais il n'y a aucun classement olympique où le top 1 ne gagne pas à 0,2 voire 0,1 point tellement les juges sont exigeants. Par exemple, au JO de Paris 2024, Carlos Edriel a gagné les concours de la gym artistique à 0.034 points du deuxième. Alors que bon, regardez. Bon, honnêtement, je vois pas comment on peut réussir à différencier ces deux athlètes à même pas 0.1 point d'écart. Mais lui, il la voit la différence, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Et là, comme ça, juste pour te donner l'info, mais Nadia Comaneci, juste la plus grande gymnaste de tous les temps, bah elle faisait 40 heures par semaine de pur entraînement à seulement 12 ans. C'est juste démentiel. Et comme je sais que vous n'arrivez pas à vous représenter ce numéro en tête, les 40 heures là, c'est sur 10 ans. 16 ans de travail chez un salarié lambda. Donc ça veut dire que si tu t'entraînes 8 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 7 ans sans aucun jour de repos, bah là, tu les atteindras les 20 000 heures. Mais ça veut dire que tu louperas 13 000 matchs de foot, 1000 tours de Monopoly, ou tu louperas de regarder 70 fois la saga Marvel. Mais comme à l'époque j'étais tellement à fond, j'étais prêt à me taper les replays de Nadia. Des images qui ont presque 50 ans quand même, hein. Et pourtant j'ai été choqué. Choqué par son niveau, qui reste incroyable malgré le temps, mais surtout choqué par l'effet que ça m'a fait. Mon cœur s'est mis à battre comme si je découvrais ça en direct. Et je pense que vous l'avez compris, hein, mais à force de vouloir tout connaître sur ce sport, ça m'a poussé à m'inscrire au gymnase de ma ville. Ce qui me frappait à chaque fois que je rentrais dans le gymnase, c'était l'odeur. C'est peut-être même le seul souvenir que j'ai de cet endroit.
l'odeur, un mélange de transpiration et une vieille machine qui semblait dater de l'époque de Nadia. Ce gymnase, j'y ai vécu des moments de fou, et même si à mon époque c'était que des filles qui étaient inscrites, il y avait quand même quelques gars, et parmi eux, il y avait des vraies pépites. Pas juste des mecs forts en gym, non, des mecs avec une humilité incroyable. Non mais par contre franchement honnêtement, tu me mets dans une pièce remplie de random et tu me demandes de choisir un gars, des mecs avec qui je passerai les 10 prochaines années, bah je pense que je choisirais ces mecs là sans aucune hésitation. Mais y a pas que ça, y a aussi les mains totalement détruites, les courbatures d'après séance, les mains pleines de magnésie et de miel, des dizaines de machines dont je connaissais même pas l'utilité, mais franchement c'était ouf. Et si je devais bien remercier quelqu'un, ce sont bien les athlètes qui m'ont permis de débloquer une passion, une pièce de puzzle de mon esprit qui n'avait pas encore été découverte. Et parmi ces visages flous où j'arrive pas à mettre un nom sur leur tête, il y en a un qui est devenu clair, un nom qui résonne dans toutes les compétitions, toutes les émissions, tous les articles, une femme je crois bien. Enfin, attends non, bien plus qu'une femme, bien plus qu'une gymnaste, Simone Biles. C'est un symbole de la persévérance, du dépassement de soi et de la résilience face à l'adversité. Elle a montré que les limites ne sont souvent que des illusions et que même quand le monde semble te dire non, tu peux répondre. Et la première fois que je l'ai vue à la télé, c'était au JO 2016 et elle avait gagné, ce qui en faisait le personnage principal des médias à ce moment-là. C'était simple, tout le monde parlait d'elle. Et aujourd'hui, c'est tout simplement la GOAT absolue, l'ultime invaincue, la reine indomptable, celle qui est connue pour être la gymnaste la plus titrée de l'histoire, pour avoir créé des mouvements que personne d'autre ne sait faire, pour avoir 11 médailles olympiques et 30 médailles mondiales, et pour avoir dominé son sport pendant plus d'une décennie. Mais avant d'être la plus grande, elle a été la plus petite, la plus oubliée, la plus brisée. 1m42, 47 kg, une taille qui dans n'importe quel autre sport serait un handicap insurmontable, et bah en gymnastique c'est une arme, enfin je pense, vu à quel point elle a retourné son sport. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a commencé super tôt. Ok, par exemple, toi, à 14 ans, tu faisais quoi de tes journées? Tu sortais, tu jouais, tu travaillais peut-être à l'école, mais elle, oui, elle, là, à 14 ans, elle participe à sa première compétition nationale, American Classic 2011, avec une 3ème place au concours général. Pas mal pour une débutante. Mais Simone ne veut pas être pas mal, elle veut être la meilleure. Le monde commence à comprendre, cette petite américaine de 1m42 ne joue pas dans la même catégorie que les autres. Elle les écrase. Et en 2014, elle participe au championnat du monde à Nanning en Chine et elle défend son titre. 4 médailles d'or, une en argent, une domination totale. Et après ça, disons que tout va suivre. Elle gagne les championnats du monde de l'année suivante, et entre les deux, elle gagne plein de petits tournois mensuels sans réelle importance, jusqu'au JO, là où j'ai découvert la gym. Mais disons que dans la vie de Simone, ça n'a pas de vrai impact, parce que c'était juste le début, le premier acte d'une scène bien plus longue. Et lorsque Simone rentre aux États-Unis, elle fait la couverture de tous les magazines. Elle passe à la télé, elle devient une icône, mais l'icône, elle est fatiguée. Son corps commence à lui parler, ses chevilles gonflent après chaque entraînement, ses poignets craquent, son dos la réveille la nuit, et elle se pose une question qu'elle n'avait jamais osé se poser. Est-ce que je continue ? En 2017, Simone prend une pause, une année sabbatique. Elle voyage, elle découvre le monde en dehors des gymnases, elle essaie de comprendre qui elle est quand elle n'est pas en train de voler, mais le problème avec les pauses, c'est qu'elles te donnent le temps de penser, et penser, parfois, c'est dangereux. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense au premier abord, parce qu'après de longues séances de réflexion, après qu'on ait trouvé réponse à des paradoxes de notre esprit, on ressent une sensation indescriptible. Genre, à moins que vous l'ayez vécu, il n'y a aucune chance que vous sachiez ce que je veux dire et ce que je ressens.
Et à force de réfléchir, on finit par penser à certaines choses qu'on aurait aimé oublier. Et instinctivement, les pistes de son mal-être finissent par se diriger vers Larry Nassar, le médecin de l'équipe nationale américaine, celui qui était censé les soigner, les protéger. Et bah, il a abusé sur 265 gymnastes durant toute sa carrière. Et Simone, elle fait partie de ces victimes. To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. Imaginez une seconde, vous êtes au sommet, vous avez tout donné, votre enfance, votre adolescence, votre corps, et vous découvrez que celui qui était censé vous protéger, bah c'est un violeur. Et plus qu'un violeur d'ailleurs, c'est qu'il vous a violé. Simone tombe, pas physiquement mais mentalement, elle suit une thérapie, elle prend des médicaments, elle pleure, elle rage, mais elle revient quand même, parce que c'est ce qu'on attend d'elle, parce que c'est tout ce qu'elle sait faire, performer, gagner, sourire devant la caméra. Et au championnat du monde de 2018, à Doha, au Qatar, Simone revient sur le tapis après tout ce qu'elle a vécu, après avoir révélé au monde entier qu'elle a été violée. Et c'est pas une excuse, parce qu'elle gagne encore 4 médailles d'or, une en argent, et en 2019, c'est la même. Championnat du monde à Stuttgart, en Allemagne, Simone continue, elle domine tellement que ça devient presque ennuyeux pour les autres et elle gagne 5 médailles d'or. À ce moment-là, elle a 25 médailles mondiales, un record absolu dans l'histoire de la gym, hommes et femmes confondus. Elle est intouchable, invincible, et à ce moment-là, les gens ils ont un déclic. Mais pas un bon déclic. Non, ils oublient totalement qu'elle est humaine. Et pendant les JO à Tokyo en 2020, Simone s'entraîne comme une folle, c'est son objectif, sa rédemption après Rio, son couronnement final, et le Covid arrive. Le monde s'arrête, les jeux sont reportés d'un an de plus à s'entraîner, un an de plus à sacrifier, à se détruire, mais en vrai, elle tient bon. Elle continue, parce qu'elle le doit. Et en juillet 2021, enfin les JO à Tokyo, mais il y a un truc qui cloche, quelque chose de différent. Simone ne se sent pas bien. Elle est fatiguée mentalement, les entraînements ne se passent pas comme d'habitude, elle arrête des mouvements qu'elle fait les yeux fermés depuis 10 ans, ses coachs lui disent que c'est le stress et que tout va bien se passer, mais ça se passe pas bien. Et aux qualifications, Simone performe normalement, pas parfaitement, juste normal quoi, on dirait qu'elle s'entraîne. Après je suis d'accord, hein. Pour n'importe qui d'autre c'est totalement exceptionnel ce qu'elle est en train de faire. Mais pour Simone Biles c'est inquiétant. Elle se qualifie pour toutes les finales, elle ne sourit pas. Et le 27 juillet 2021, finale par équipe, le monde entier regarde. Et les États-Unis sont favoris parce qu'avec Simone c'est presque garanti. Et au premier agrès, le saut, Simone s'élance, elle court vers le tremplin, elle saute et en plein vol, elle perd le contrôle. Elle sort du tapis, son visage est blanc, ses yeux sont perdus, elle parle à ses coachs longuement, les caméras zooment et puis elle prend la décision d'abandonner. Simone Biles, la plus grande gymnaste de tous les temps, la favorite absolue, la machine indestructible, elle abandonne en pleine finale olympique. Le choc est mondial, les commentateurs ne parlent plus, les réseaux sociaux explosent. Simone s'expliquera plus tard lors d'une interview où en vrai elle brassera un peu de l'air, mais par contre elle soulève quelque chose de super important. Ce qu'elle a vécu s'appelle les twisties, et en gros c'est un phénomène terrifiant où les gymnastes, après avoir vécu une vague de haine, perdent leur perception spatiale en plein mouvement. Leur cerveau et leur corps se déconnectent, ils ne savent plus où ils sont dans l'espace, ils ne contrôlent plus rien, et Simone ne pouvait pas continuer. Physiquement, mentalement, c'était impossible. Mais le monde, lui, il connaît pas ça. Alors, il l'insulte. Les critiques pleuvent de partout, des médias, des réseaux, même d'anciens athlètes. Simone nie, elle voit, elle encaisse et elle se retire de presque toutes les finales. Concours général individuel, elle déclare forfait. Au saut, elle déclare forfait. À la barre symétrique, elle déclare forfait. Au sol, elle déclare forfait. Elle ne participe qu'à une seule finale, la poutre, la dernière, où elle montera sur la poutre, fragile, vulnérable, humaine, et exécutera sa routine sans les mouvements impossibles, sans les vrilles folles, juste en toute simplicité. Et elle terminera avec la médaille de bronze, sa seule récompense individuelle de ces jeux. Alors que Tokyo devait être son apothéose, c'est devenu son calvaire.
Mais au moins, pour la première fois de sa vie, elle a choisi sa santé mentale plutôt que les médailles. Et ça là, ça change tout. Parce qu'après vient une période où on n'entend plus beaucoup parler d'elle. Et il y a une raison, c'est parce qu'elle a disparu. Plus de compétition, plus d'entraînement, plus aucun post sur les réseaux. Elle se repose, elle suit une thérapie intensive, elle travaille sur ses traumas, sur son enfance, sur les abus, sur la pression, elle se marie, elle découvre une vie en dehors de la gymnastique. Mais en vrai de vrai, malgré des mois sans la moindre nouvelle de mon idole, ça m'a pas vraiment bouleversé. Mais malgré tout, une petite question a fini par me traverser l'esprit. Où elle est passée. Elle a déjà tout gagné, elle a déjà tout prouvé, mais Simone n'a pas dit son dernier mot. Et en août 2023, une annonce tombe sur les réseaux. Simone Biles revient en compétition. Après 2 ans d'absence, après Tokyo, après tout ça là, elle participe au Core Hydration Classic et elle gagne. Et encore plus impressionnant que gagner, elle détruit la compétition. Et vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai dit que dans ce genre de compétition, le top 1 du top 2 se différencie de même pas 1 point. Et là, elle met quasiment 3 points à la débutante juste en dessous, comme si elle n'était jamais partie. Et vous l'avez deviné, hein, mais le monde est choqué. US Classic 2023, elle domine. Championnats nationaux américains, elle écrase la concurrence. Les championnats du monde, elle détruit tout le monde. Mais il reste une chose à faire, une dernière montagne à gravir avant de retourner en pause. Paris 2024, les possibles derniers JO pour Simone Biles. 3 ans après Tokyo, 3 ans après l'effondrement, 3 ans après la haine, Simone arrive avec une mission, prouver qu'elle est encore la meilleure, effacer Tokyo pour reconquérir sa couronne. Mais cette fois, c'est différent. Elle porte plus le poids du monde sur ses épaules. Elle a appris à dire non, à protéger sa santé mentale, à être humaine. Elle arrive à Paris avec son mari, ses amis, son équipe, et surtout, elle arrive en paix avec elle-même. Et lors des qualifications, le 22 juillet à Bercy devant 15 000 personnes, Simone entre dans le gymnase, les applaudissements sont assourdissants et elle sourit. Enfin, un vrai sourire cette fois-ci. Elle est heureuse d'être là et au saut, Simone s'élance et elle sort cette masterclass. Le gymnase explose, les commentateurs hurlent, c'est juste waouh. Sol, poutre, barre, elle enchaîne avec une facilité déconcertante. Elle se qualifie première avec une énorme avance. Le message est envoyé, Simone Biles est là pour tout gagner. Alors les États-Unis se qualifient pour la finale. Une équipe en or, elle domine chaque agrès, Simone est phénoménale et elle ne fait aucune erreur. Ses mouvements sont encore plus puissants qu'aux qualifications, son sol est explosif, sa poutre est parfaite et les États-Unis gagnent cette finale. Simone saute dans les bras de ses coéquipiers, elle pleure de joie, c'est sa rédemption. 3 ans après avoir abandonné en finale par équipe à Tokyo, elle revient et elle gagne. Mais cette finale-là, c'est pas du tout la plus attendue. Non, nous on veut la finale du concours général. Simone contre le monde. Rebecca Andrade, la brésilienne, et sa principale rivale, elle est incroyable. Et elle a tout pour gagner et battre Simone. Mais c'est Simone Biles. Au sol, Simone ouvre avec une routine hallucinante et finit avec un score de 14.666. C'est énorme. Et au saut maintenant, elle finit avec un score de 15.300, inarrêtable. Au bar asymétrique, c'est pas du tout son point fort et pourtant ça n'empêche rien. Et à la poutre, le dernier agrès, Simone monte et exécute sa routine avec une précision millimétrique. Elle termine, elle lève les bras et elle sait, elle a gagné. Score final 59.131, le stress est palpable et Rebecca Andrade, elle finit avec 57.932. Simone Biles est championne olympique du concours général pour la 2e fois de sa vie. À 27 ans, après tout ce qu'elle a vécu, elle pleure, elle rit, elle n'en revient pas. Simone Biles termine les Jeux Olympiques de Paris avec 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et à ce point de sa carrière, elle a 7 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Un total de médailles mondiales avec 23 d'or, 4 d'argent, 3 de bronze et ainsi un total combiné de 41 médailles. C'est un record absolu dans l'histoire de la gymnastique. Sans discussion possible, Simone Biles est la plus grande gymnaste de tous les temps, bien plus que Nadia Comaneci. Mais surtout, elle a prouvé qu'on peut tomber et se relever, qu'on peut être brisé et se reconstruire, qu'on peut être humaine et légendaire. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat. Simone Biles appartient clairement à cette catégorie très rare d'athlètes qui dépassent leur sport. Ceux qui ne gagnent pas seulement des titres, mais qui marquent une époque entière. Comme tous les ultra-dominants, elle a été admirée, puis critiquée, puis incomprise, parce que quand quelqu'un écrase tout pendant plus de 10 ans,
Quand quelqu'un gagne encore et encore, on finit toujours par vouloir le voir tomber. Simon a tout connu, la gloire, la pression, la chute, la haine, et pourtant elle est revenue. Après Rio, après Tokyo, après le silence, après la thérapie, après les doutes, elle est revenue en 2023. Elle a écrasé la concurrence, et en 2024, à Paris, elle a rappelé au monde entier qui elle était. En fait c'est simple, à partir du moment où tu gagnes les championnats olympiques du concours général à 27 ans, avec 7 médailles d'or olympiques et 41 médailles internationales au total, là on peut parler d'un record absolu. Mais surtout, Simone Biles a fait quelque chose de bien plus rare que gagner. Elle a prouvé qu'on pouvait dire non, qu'on pouvait protéger sa santé mentale, qu'on pouvait être vulnérable sans être faible. Elle a montré que la vraie grandeur ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever quand tout le monde pense que c'est fini. Simone Biles n'a pas seulement dominé la gymnastique, elle l'a transformée. Et aujourd'hui, comme pour tous les monstres sacrés, personne ne semble vraiment capable de la détrôner. Un chapitre de l'histoire du sport s'est écrit sous nos yeux, et quand on regardera en arrière, on ne se souviendra pas seulement de ses médailles, mais on se souviendra d'une athlète qui a osé être humaine et qui est devenue légendaire. Est-ce que ça vous arrive encore de vous perdre sur YouTube, à regarder quelqu'un qui vous inspire? Moi oui, très récemment, et à force de laisser ces images défiler, de suivre les mots de quelqu'un qui semble tenir le monde entre ses mains, on finit par sentir un léger décalage, presque imperceptible. Ce n'est pas seulement lui qu'on observe, c'est une part de nous qu'on essaye de comprendre. La plupart des gens ressentent exactement la même chose dans ces moments-là. 1. C'est motivant. 2. C'est puissant. 3. Et si moi aussi je pouvais y arriver? 4. Et si quelque part, quelqu'un regardait la même vidéo, ressentait la même émotion et se demandait comment franchir ce pas qu'il n'ose pas encore franchir? Depuis des années, on recherche des réponses dans le parcours des autres. On analyse, on compare, on note les conseils, on espère que chaque mot, chaque geste nous donnera un guide. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces parcours ne sont jamais le fruit d'un effort solitaire. Derrière chaque réussite, il y a toujours des équipes, des spécialistes, des mentors, des structures prêtes à soutenir, corriger, protéger. Au début, c'est sûr qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas forcément les contacts, les repères et l'instinct pour. Mais par contre, pour les avoir, il faut bosser et sans passer par le prisme de quelqu'un d'autre. Parce qu'à force d'avancer, de repousser ses limites, on finit par comprendre qu'accepter ce soutien n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité. Aujourd'hui, tout semble nous pousser à faire plus, à aller plus vite, à tout contrôler. On nous promet qu'on peut atteindre la perfection, le sommet, l'ultime fin. Mais la vérité, mes amis, c'est qu'aucun chemin vers l'excellence ne se parcourt seul. Croire le contraire, c'est risquer de se perdre dans le chemin sans issue de l'infini. Alors, au lieu de faire la même erreur que Simon, de tomber dans une profonde dépression, cherchez de l'aide, parlez à vos proches, consultez des experts, explorez les ressources sur internet, mais surtout, rester seul et se recroqueviller sur soi-même n'est jamais une option. La gymnastique, c'est une obsession en progrès, une exploration constante de ce que nous sommes capables de devenir. Pourtant, certaines routes ne font que de donner l'illusion d'avancer, menant parfois non vers un horizon, mais vers le vertige, la peur d'un vide sans fin.